bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau numéro de Secrets de famille. Ce soir, nous allons vous raconter deux histoires incroyables. Des histoires de famille bouleversées à tout jamais par la découverte de secrets insoupçonnables. Tout de suite, voici l'histoire étonnante de Patricia et Francis. Ils ne se connaissent pas, ils habitent à 400 km l'un de l'autre. Pourtant, ils sont loin de se douter qu'ils ont un passé commun. Sans qu'ils le sachent, leurs destins sont liés par un même secret de famille. Un secret inimaginable qui va, lorsqu'ils vont le découvrir, bouleverser leur existence pour toujours. Le simple fait d'avoir été abandonné, c'est déjà forcément une trahison. C'est déjà une lâcheté. Mais le fait que ça soit dans un local à poubelle, je vis ça vraiment comme un rejet. C'est-à-dire que je suis vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on jette à la poubelle? Des choses dont on n'a plus besoin. Et à un moment, je lui ai demandé si elle se souvenait de ma date de naissance. Elle m'a dit non. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit « Tu comprends ?» Elle me dit « J'avais tiré un trait. » Francis a 46 ans. Il est né le 8 août 1965 dans la région lyonnaise. Patricia, elle, est née 7 ans plus tôt, le 3 février 1958 dans l'est de la France. Ils n'ont aucune raison de se rencontrer, pourtant, la vie va se charger de les réunir. Quels sont les liens qui unissent Francis et Patricia? Ensemble, ils lèvent le voile sur un terrible secret de famille. À l'âge de 6 ans, je vais rentrer à l'école en CP. Et il y a des événements qui vont être un petit peu bizarres. Lorsque la maîtresse distribuait les cahiers, il y avait effectivement mon prénom indiqué, Francis, mais un nom qui était Francis Berthet, alors que moi, je m'appelais Francis Naudy. Donc, bien évidemment, première réaction, maîtresse, ce n'est pas mon cahier, vous êtes trompé. Donc la maîtresse, effectivement, reprend le cahier et d'une voix insistante me dit « Non, non, c'est bien ton cahier ». Il y aura aussi d'autres événements, notamment à la récréation. Lorsque moi, comme tous les garçons, je veux jouer l'homme dur, le soldat, jouer à la bagarre ou tout simplement jouer au foot. Et là, on ne veut jamais de moi. On me repoussait, on me disait non. Parfois même, j'avais des insultes qui fusaient comme « Non, casse-toi, t'es un bâtard ». Bon, c'est vrai qu'en CP, on est jeune, on ne connaît pas grand-chose de la vie, on découvre beaucoup de choses, et même si on sait des choses, les enfants entre eux sont méchants quand même. Ce sont des moments qui sont très durs, parce que à la fois, tant que j'étais à la maison, tout se passait très bien. J'étais câliné, chouchouté, dorloté. Et le paradoxe, c'est qu'à l'école, c'était l'inverse. Qu'est-ce que j'avais donc fait? Ça, j'ai jamais compris. Et quand j'insistais, effectivement, il n'y avait pas de réponse, si ce n'est des insultes. Voilà. Au même moment, à 700 km de là, dans le nord de la France, une petite fille s'interroge et s'inquiète. Elle s'appelle Patricia. Elle a été placée par l'assistance publique à l'âge de 2 ans et ses rapports avec sa famille d'accueil s'avèrent parfois délicats. De mon enfant, je garde l'image d'une maison avec un grand jardin, beaucoup de fleurs. Marcel, donc ma mère qui m'avait recueillie, ne me parlait pas de ma mère, sauf quand elle était en guerre avec moi, quand on se disputait toutes les deux, là j'étais une moins que rien, tu finiras comme ta mère, tu finiras dans le trottoir. Et moi je me posais toujours des questions, pourquoi elle me disait ça? L'image que j'ai de l'enfance de ma mère, c'est un énorme point d'interrogation sur tout, sur pourquoi, d'où je viens. Au final, je pense qu'elle a vécu comme elle pouvait, elle a vécu au jour le jour, elle a grandi normalement, mais toujours avec ce sentiment de « mais au final, qui je suis ?»
J'ai quand même souffert. Je dis que j'ai manqué de rien. C'est sûr, j'ai manqué de rien. J'ai eu à manger, j'ai eu un toit. Mais bon, j'ai pas eu l'amour d'une mère. Alors bon, moi, je m'étais fait mon petit monde en disant, ben oui, mon père et ma mère sont morts en voiture et c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. J'avais honte de dire que j'étais une enfant abandonnée. J'avais honte de dire, pour moi, j'étais une enfant qui est née avec une tare. Un jour, il va se passer l'inévitable, c'est-à-dire quelque chose qui va être le premier tournant de ma vie. Je pense que nous sommes au printemps, c'est un après-midi, il est une longue récréation, les copains jouent au foot, et puis ce jour-là, j'ai peut-être un peu plus envie, je vais taper du poing sur la table, comme on dit, et je vais vouloir jouer avec eux. Et puis là, on m'a carrément sorti, on m'a emmené derrière, je me souviens, au fond de cette école, au fond de la cour, il y avait un gros platane, et on m'a emmené derrière le platane, et là, on m'a dit, brutalement, t'es pas comme nous, t'as pas ton vrai papa et ta vraie maman, donc on te veut pas. Ben, moi, j'essaie de me mettre à sa place. Si j'avais, par malheur, appris une nouvelle de cette ampleur, je m'imagine que dans ma tête, tout serait écroulé autour de moi. Je me suis dit, en fin de compte, tous mes souvenirs sont peut-être faux. Mes parents ne sont pas mes parents. D'où je viens. Alors, mes parents vont rentrer le soir du travail, et à cet instant-là, ils sont montés me voir dans la chambre. Et je me souviens de ma mère qui était en larmes. Ma maman qui était en larmes parce que elle devait me dire qu'elle n'était pas ma maman. Elle devait me dire qu'elle ne m'avait pas donné la vie. Et je sens à ce moment-là, quand elle me dit qu'elle ne m'a pas donné la vie, le regret. Un grand regret, un grand désarroi, parce qu'elle n'a pas pu me donner la vie. Comme si elle culpabilisait quelque part. Et ces gens-là ont eu, à cet instant-là, je pense qu'ils ont fait preuve d'un courage énorme. Énorme. Parce qu'à cet instant-là, à eux aussi, leur vie va basculer, en fait. Francis est âgé de 7 ans. Il vient de faire une découverte traumatisante. Le couple qu'il élève, ceux qu'il pense être ses parents, ne sont pas ses parents biologiques. De son côté, à Orchy dans le Nord, Patricia grandit au sein de sa famille d'accueil. Mais plus le temps passe, plus elle aussi s'interroge sur ses origines. C'est la découverte d'une lettre qui va lui apporter un début de réponse. En 68, donc j'ai 10 ans, et comme tous les enfants de cet âge-là, bon, je pense qu'on commence un peu à fouiner. Et puis j'ai fouillé, un jour où ils n'étaient pas là, j'ai fouillé dans les papiers. Et puis dans les papiers, j'ai trouvé des talons d'argent qui touchaient pour un enfant qui était placé chez eux. Et puis là, en fouinant, j'ai trouvé d'autres courriers, dont une lettre qu'une dame écrivait et qui demandait si j'étais bien, si je grandissais bien, si l'école ça allait bien, et en fait, qui demandait plein de renseignements sur moi. C'était pas signé, donc moi, je me suis dit que c'était peut-être ma mère, en fait, parce que bon, voilà. Je pense que ma mère, en découvrant cette lettre à l'âge de 10 ans, je pense qu'elle s'est sentie un petit peu comme une princesse. Je pense qu'elle s'est dit que peut-être elle avait été placée là comme une histoire de petite fille, comme si c'était des méchants finalement qui l'avaient embarquée, qui l'avaient mise là, mais qu'au final sa maman l'attendait quelque part. Alors ma mère, je l'avais idéalisée. Une dame grande, blonde, avec un chignon. Pourquoi un chignon? Allez savoir pourquoi. Hein. Mais je m'étais fait une image du visage de ma mère, une belle femme, souriante, agréable. Voilà, si. Pour moi, elle était belle, c'est la plus belle. Voilà, c'est vrai, je m'étais fait une idée. Nous sommes au milieu des années 70. Francis a grandi, il a maintenant 10 ans. Recueilli à l'âge de 2 ans et demi, il ignore tout de sa mère biologique. Mais un après-midi, il va faire une rencontre imprévue.
En 1975, j'ai donc 10 ans. Nous sommes un samedi après-midi. Je suis en train de jouer au foot avec des petits camarades dans la rue, devant la maison. Mes parents ont des amis, un couple qui d'ailleurs a l'habitude quelquefois de venir leur rendre visite. La journée va se passer, ma mère va me demander de remonter. On est en fin d'après-midi, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, me voyant pas remonter, va un petit peu hausser le ton, donc je vais remonter. Et là, je vais me faire disputer, puisque j'ai pas écouté. Et je me fais surtout disputer devant ce couple d'amis qui est là présent. Voilà, donc je vais un petit peu rebeller. Et cette tata qui est présente va s'interposer, va s'immiscer dans cette discussion en me demandant de me calmer et de baisser un petit peu le ton parce qu'on n'a pas parlé comme ça. Je vais lui répondre, mais de quoi tu te mêles, voilà, ça te regarde pas, quoi. Et là, le choc. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, dis donc, petit merdeux, on parle pas comme ça à sa mère. Je la regarde et la grande question, c'est est-ce qu'elle parle pour elle ou pour ma maman. Mais je n'ai même pas le temps de réagir qu'elle enchaîne sur le fait et oui, c'est moi ta mère, donc tu me parles pas comme ça. Pour moi, cette journée, je pense qu'elle doit être noire, d'être gravée à vie dans son cerveau et qu'inconsciemment, il l'oubliera jamais. Francis est sidéré. La femme qui lui fait face n'est pas une inconnue, c'est une intime de la famille. Cette femme, j'allais lui rendre visite, elle tenait un petit commerce, un bar, j'y allais parfois avec mes parents lui rendre visite. Mais alors, pourquoi cette femme est venue me voir plusieurs fois et pourquoi à chaque fois je suis pas reparti avec elle? Le sentiment d'être trahi, ouais, était bien présent. Trahi par cette femme, qui finalement est ma mère et qui m'a abandonné. Trahi peut-être par mes parents, qui acceptaient cette femme chez elle, sans m'avoir dit au préalable qui elle était. Je comprends pas pourquoi on m'a menti. Je comprends pas ce qui m'arrive là. Pour un enfant de 10 ans, c'est trop de choses. C'est trop de choses d'un coup. Mes parents vont être obligés à ce moment-là de me révéler mon histoire. Qui je suis et d'où je viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive dans cette famille? Et en fait, on va me raconter ce choc. Qu'un soir de Noël, 67, il est aux alentours de 23h30. Une dame passant dans le quartier, pas très loin, va entendre un enfant pleurer. Ces pleurs proviennent d'un local à poubelle, d'un hôtel. Elle va rentrer dans ce local et me trouver apeuré, pleurant. J'ai froid, je suis pas bien. Et donc, le premier réflexe qu'elle a, c'est rentrer dans l'hôtel et demander au responsable et expliquant ce qu'elle vient de trouver dans le local. Ma mère, qui est à ce moment-là présente, va, par son comportement, être trahie et on va comprendre qu'effectivement, c'est son fils qu'elle a placé dans le local à poubelle. Ma mère évoque à cette dame qui vient de me trouver qu'elle ne pourra pas me garder matériellement, qu'elle a des gros soucis, des problèmes financiers, donc il faut rapidement trouver une solution. Et cette dame va lui dire, écoutez, j'ai peut-être une solution pour vous. Il y a, pas loin d'ici, la famille Nodi, que je connais très très bien, qui sont des gens très gentils, qui en plus n'ont pas d'enfants. Donc il est décidé qu'à minuit, on m'emmène chez Nodi. Il est minuit, le soir de Noël. J'arrive donc comme un cadeau tombé du ciel, quoi. Le simple fait d'avoir été abandonné, c'est déjà forcément une trahison. C'est déjà une lâcheté. Mais le fait que ça soit dans un local à poubelle, je vis ça vraiment comme un rejet. C'est-à-dire que je suis vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on jette à la poubelle? Des choses dont on n'a plus besoin.
Donc ma mère m'a mis là parce qu'elle n'avait plus besoin de moi. Donc finalement, je ne sers à rien. Marcel Ruffo, vous êtes pédopsychiatre. Merci d'être avec nous ce soir et de nous apporter votre éclairage sur ce sujet. Francis apprend qu'il a été abandonné dans un local à poubelle le soir de Noël, qui sont deux symboliques très fortes. Est-ce qu'il fallait lui dire toute la vérité, à votre avis ? Je crois que ce détail ne sert à rien, quoi. C'est un détail morbide, terrible, c'est un détail d'exclusion. Déjà qu'il est abandonné, déjà qu'il apprend qu'il est un bâtard, enfin qu'il est abandonné, qu'il ne peut pas avoir une identité semblable à celle de ses petits camarades. Voilà qu'en plus, on le jette comme une ordure, comme un objet avarié, comme quelque chose... Comme un déchet. Comme un déchet dont on ne se sert pas. Non, je crois que les éléments identifiants, c'est intéressant, mais les éléments traumatisants peuvent peut-être se passer. C'est un détail qui sert à quoi ? Quelles sont les conséquences pour un enfant lorsque l'on apprend toutes ces choses traumatisantes ? Alors l'enfant a souvent un extraordinaire bon caractère. C'est assez fabuleux ce que les enfants compensent parfois les détails les plus morbides. Parce que Francis a 10 ans lorsqu'il l'apprend. Oui, il a 10 ans, mais il a aussi ce talent particulier de toujours excuser, ce qui est vraiment incroyable pour les gens qui ont eu la chance d'avoir eu des parents. On se demande toujours si on aurait pardonné, si on aurait excusé. Et vraiment, les enfants abandonnés excusent tout de leurs parents qui les abandonnent. Ils comprennent tout, ils sont toujours dans... Par peur de perdre l'amour ? Mais par peur de ne pas supporter, d'être vraiment rien, justement, dans un local poubelle, vous voyez. Il est obligé, à partir de ce détail morbide, de reconstruire toute une histoire pour justifier qu'il y a des éléments positifs quand même dans cet abandon. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que le secret était nécessaire ? Le secret des détails morbides, ça ne sert à rien. Mais par contre, le fait de dire à un enfant adopté qu'il est, c'est évident qu'il faut le dire. Il faut le dire quand il est petit, à 3, 4, 5 ans. Quand il est en âge de comprendre ? Quand il est en âge de comprendre. Après, il sortira invariablement « je n'étais pas dans ton ventre ». Oui. Et puis, à l'adolescence, il fera... Vous dire qu'il y a une phase de rejet systématique ? Il y a toujours... l'idée de l'abandon est incurable. C'est incurable, le fait d'être abandonné, soyons clairs. On ne fait jamais le deuil d'avoir été abandonné, c'est une loufoquerie. Par contre, on peut dire quelle chance j'ai eu de rencontrer ces parents-là et qui m'ont apporté toute cette parentalité d'appoint. Depuis que Francis a découvert l'identité de sa mère biologique, ses parents ont, pour le protéger, décidé de rompre toute relation avec elle. Le temps passe. Francis devient un adolescent difficile et renfermé. Alors, pour oublier son passé, il s'investit corps et âme dans le sport. Il finit même par réaliser son rêve d'enfant, devenir footballeur professionnel. Comme Francis, Patricia traverse une adolescence difficile. Elle ne parle jamais de sa mère biologique. À 18 ans, désireuse d'une nouvelle vie, Patricia se marie. Elle s'installe à l'autre bout de la France, à Nice, le plus loin possible de sa famille d'accueil. 5 ans plus tard, en 1981, elle tombe enceinte. En 1981, j'ai 23 ans et je suis enceinte de mon premier enfant. Voilà. Mes grossesses qui devraient bien se passer pour tout le monde se passent très mal pour moi en fait. C'est une grossesse désirée. Mais moi, je vomis du début, je vomis, toute la journée je vomis. Je maigris, on m'a nourrie par perfusion pendant 3 semaines je crois, parce que j'avais vraiment maigri, je n'étais pas très bien. Et de là, je décide d'aller voir un psy. J'ai un peu parlé de ma vie, de mon enfance en fait, enfant abandonné, pas d'amour et tout. Donc on a mis le compte en fait que j'avais quelque chose qui était enfoui en moi. Et malgré que ma grossesse soit désirée, mon subconscient refusait l'enfant. Donc, devenant maman moi-même, à ce moment-là, je me remets en question et je me dis pourquoi moi, j'ai pas ma mère. Et là, à ce moment-là, je commence à faire des recherches en fait. Elle s'est dit voilà, maintenant c'est moi qui vais avoir un enfant. Il faut vraiment que cette partie-là de ma vie, elle soit complète, elle soit finie. J'ai besoin de connaître son visage. J'ai besoin de connaître le pourquoi du comment, de connaître son passé, les raisons,
pour moi aussi pouvoir avancer et peut-être donner le meilleur de moi-même à mon enfant. Tout le monde a besoin de savoir d'où il vient, même si c'est quelque chose de grave. Je crois que c'est plus important de savoir plutôt que de rester dans le silence, dans l'incertitude, dans le vide, quoi, quelque part, dans le secret. J'avais mon acte de naissance et sur mon acte de naissance, bien sûr, il est marqué le nom de ma mère et son lieu de naissance à elle. Donc j'ai appelé tous les gens qui s'appelaient Berthet dans la ville, voilà. Et au bout du 4e ou le 5e, effectivement, j'ai posé la question, est-ce que je suis bien chez Micheline Berthet? Et là, on m'a répondu, qu'est-ce que vous lui voulez? Donc je me suis dit, dans ma tête, c'est la bonne. Voilà. Alors je lui ai dit, bon, écoutez, je voudrais lui parler, mais qui vous êtes? Je dis, je suis sa fille. Ah, ne quittez pas. Et plus rien au téléphone. Donc à ce moment-là, moi, je me dis, ça y est, je vais avoir ma mère au téléphone. Et puis, ça a bien duré C'était long, hein. C'était long l'attente. Ça a bien duré 1 minute, mais c'est très long pour moi. Et là, à ce moment-là, une dame vient me parler au téléphone et me dit « C'est Patricia ?» Et là, je dis « Oui, vous êtes ma mère ?» Elle me dit « Non, je suis ta sœur. » Patricia est abasourdie. Elle a une sœur. Elle s'appelle Marie-France et elle est plus âgée de 6 ans. Mais au-delà des liens du sang, les deux femmes ont un autre point commun. Elles recherchent toutes les deux leur mère. En 1989, Francis perd son père adoptif d'une crise cardiaque. 7 ans plus tard, nouveau drame. Nous sommes en octobre 1996. La mère adoptive de Francis s'éteint, elle aussi. À la veille de ses obsèques, Francis se recueille au funérarium. Le téléphone sonne. Le jeudi soir, fin d'après-midi, nous sommes la veille de l'enterrement. Inutile de dire la douleur que je vis à ce moment-là. La grande souffrance qui s'installe en moi. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes repères quelque part. Et puis j'aurais voulu dire surtout, je vous aime. Merci et je vous aime. J'ai pas pris le temps de leur dire. Jamais pris le temps de leur dire. Je suis de funérarium, l'employé des pompes funèbres vient me voir en me disant qu'une personne souhaite me parler au téléphone. Donc je prends l'appel. Et au téléphone, j'ai cette voix qui me dit « Allô Francis, c'est moi. C'est moi qui? C'est moi, c'est ta mère. » Elle me dit « Écoute, je viens d'apprendre la nouvelle, il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on se voit, il faudrait qu'on parle. » Encore une fois, mon passé me rattrape. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Voilà, j'ai encore des épreuves qui s'annoncent pas faciles devant moi à gérer. Le jour arrive, je rencontre cette femme, elle m'attend. Son mari vient de la déposer sur le bord de la route. Je la vois, je me gare et je vais à son encontre. Grand choc, je revois cette femme 20 ans après. Elle a toujours gardé sa prestance, elle a pris 20 ans, elle a vieilli, mais ça demeure encore une belle femme. Surtout, c'est ma mère. Moi, j'ai 2 questions qui sont en moi. C'est pourquoi? Et si tu es ma mère, qui est vraiment mon père? Donc elle va commencer à me raconter mon abandon, me racontant qu'à l'époque, la vie n'était pas facile, qu'elle est tombée sur des hommes qui ont profité d'elle. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que j'en ai entendu parler un petit peu de cette femme. Mais surtout la question, on y arrive, qui est mon père? Et là, je sens qu'elle retombe les barrières, voulant protéger un petit peu sa vie, et la réponse va être très courte, très simple. C'est « je ne sais pas ». À cette époque, tu sais, la vie était comme ça. Je profitais de la vie. Oui, j'aimais les hommes ont profité aussi de moi. J'ai rencontré plusieurs hommes, voire des fois même en même temps. Je n'ai plus le souvenir, c'est trop vieux. Et là, je suis quasiment sûr qu'elle n'est pas honnête avec moi, qu'elle cherche à se protéger. En tout cas, j'ai bien compris qu'à ce moment-là, la discussion va devenir stérile et je ne vais plus rien savoir d'elle.
Juste avant de se séparer, je lui ai fait comprendre que je suis une personne déterminée et que je veux vraiment savoir qui je suis. Donc ça veut dire que je chercherai et j'y arriverai. Et au bout du compte, elle me dit, écoute, à cette période-là, je vivais avec Robert et on a vécu ensemble quelques mois. Et écoute, oui, c'est ton père. Et donc je vais me lancer dans la quête de cet homme-là, ouais, de mon père. Bien sûr, j'ai l'information que je voulais, l'identité de mon père. Mais voilà, j'en repars qu'avec une identité de mon père et quelque part c'est quand même dommage parce que j'ai vu ma mère, quoi. J'attendais beaucoup plus que ce qu'elle a pu me donner. J'attendais qu'elle me prenne dans ses bras, par exemple. Pour Francis, c'est un rendez-vous manqué. Il n'a pas trouvé auprès de sa mère l'amour qu'il espérait. Blessé, il reprend alors son travail de sapeur-pompier avec une obsession toute simple, retrouver son père. Après quelques semaines d'enquête, je vais rapidement trouver trace de ce Robert, donc de mon père, jusqu'à un numéro de téléphone. Et bien évidemment, je vais m'empresser de l'appeler. Donc au moment où je l'appelle, je lui dis « Bonjour, c'est moi, Francis, est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Là, elle me dit « Mais oui, Francis, oui, d'accord, mais que recherches-tu exactement ?» Je lui dis en fait, voilà, vous êtes mon père et c'est tout ce que vous avez à me dire. » Alors il réfléchit et il me dit « Si je pouvais être ton père, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais je ne suis pas ton père parce que pendant plusieurs mois, justement en fin d'année 64, je me suis séparé avec ta mère et je ne peux pas être ton père, hein, c'est pas possible. » Donc grande déception, j'ai fait fausse route, j'ai perdu du temps, mais surtout, ma mère m'a menti. C'est pas facile encore une fois à gérer cela. Quelques jours vont passer. Et puis un beau matin, la caserne des pompiers m'appelle en me disant que j'avais une personne, j'étais attendu à la caserne. Alors je vois cette personne dans un fauteuil roulant, accompagnée d'une dame. Et il me dit « Francis, c'est moi, Robert. » Ah. Il me dit « Je vais te dire pourquoi je suis venu. Parce que depuis quelques jours, j'ai creusé un petit peu dans mon passé, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé un petit peu de reconstruire un petit peu mon passé. Et il faut te dire que ta mère, avant de la fréquenter, je l'ai connue dans le Nord, à Denain. Mais il me dit, je me souviens qu'un soir, elle m'a demandé de l'emmener, de passer chez ses parents parce qu'elle voulait voir sa fille. Elle avait une fille, Marie-France. Robert ne s'arrête pas là, dans ses déclarations, et lorsqu'il aborde ma sœur Marie-France, il aborde une rumeur qui courait à l'époque à Denain, précisant que ma mère aurait eu une deuxième fille, prénommée Patricia, et qu'elle aurait été placée à la DAS. Donc je me retrouvais avec deux sœurs, Marie-France et Patricia. Pour Francis, les révélations de Robert sont un traumatisme. Une fois de plus, sa mère biologique lui a menti. Il comprend que pour découvrir la vérité, il ne peut pas compter sur elle. C'est donc seul qu'il se lance à la recherche de ses sœurs. Marie-France Berthet reste introuvable. En revanche, il existe bien une Patricia Berthet dans les Alpes-Maritimes. Le 5 juin 2000, je suis en train de regarder la télé avec ma fille et mon mari. Coup de fil, téléphone qui sonne. Et puis il sonne, moi je décroche pas parce qu'il n'y a pas lieu qu'on m'appelle sur ce numéro en fait. Et mon mari qui me dit « Oh, tu décroches un peu ce téléphone, moi je voudrais bien voir mon film tranquille. » Donc je décroche. Et là, une voix d'homme. « Excusez-moi madame, je suis bien chez Patricia Berthet. » Je dis « Oui, c'est ça. » Je fais des recherches et je voudrais juste savoir si votre mère est bien madame Micheline Berthet. Je dis oui, tout à fait. Puis à un moment, je me suis quand même un peu énervotée. Je dis maintenant stop, ça suffit. Si vous ne me dites pas qui vous êtes, je raccroche. Dites-moi qui vous êtes.
Et de là, bon, ben, toujours avec sa voix un peu émue, il me dit ben, je suis ton frère. Grande satisfaction, grand soulagement. Je lui dis mais toi, sais-tu où est notre mère? Tu la cherches? Il me dit non, je la cherche pas. Il me dit je la côtoie. Je dis comment tu la côtoies? Il me dit oui, je l'ai vue cette semaine. Donc de là, bah, ce soir-là, j'ai retrouvé un frère et je savais où était ma mère et je savais, il m'a amené ma mère sur un plateau en fait. Ma mère que je cherchais depuis des années, lui l'a côtoyée et bon, grâce à lui, j'allais découvrir ma mère. J'étais vraiment dans un état second parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi moi quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je retrouve une sœur, maintenant c'est un frère, ma mère elle n'est pas très loin, qu'est-ce qui va encore m'arriver quoi? Pour ma mère, ce jour, ce fameux coup de fil, c'est un des jours les plus marquants de sa vie. C'est le jour où elle a enfin raccroché avec son passé. C'est le jour où enfin, ça y est quoi. Enfin, ça y est, il y a quelque chose, il y a de la matière, il y a quelque chose. J'ai une famille, ça y est. Patricia et Francis décident aussitôt de se rencontrer. Cela n'a l'air de rien, mais pour eux, c'est une véritable épreuve. Une semaine plus tard, Patricia s'envole vers Lyon. Le jour J, elle est arrivée, il va falloir y aller, il va falloir affronter tout ça, donc je me suis réveillé très tôt. J'arrive à l'aéroport Saint-Exupéry avec peut-être une demi-heure ou une heure d'avance, donc je fais les 100 pas un petit peu dans le hall de l'aéroport. Je ne sais pas comment gérer mon stress, je vais boire un café, je marche, je vais acheter une lecture. Dans l'avion, je n'en menais pas large. Hein. Je tremblais de tout mon corps. Ça a duré 1 heure de vol, mais 1 heure où j'étais vraiment pas bien du tout, parce que je me souviens que même l'hôtesse de l'air, à un moment, elle est venue me voir, elle me dit « mais vous êtes pas bien, c'est le vol ?» Non, je lui ai dit, je me souviens que je lui ai dit « je vais rencontrer mon frère pour la première fois ». Je vais commencer à regarder les écrans, les avions en provenance d'eux, et je vois l'avion de Nice arriver, donc ça y est, l'avion est sur le tarmac. Quelques minutes après, elle va arriver et je suis là, le premier, devant ces portes coulissantes, là, et je commence à voir le premier passager sortir de l'avion, et je ne l'ai jamais vu, j'ai pas de photo. Comment ça va se passer, quoi? Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle va me reconnaître? Je sais pas, en fait. Hein. Je prends le couloir pour arriver aux arrivées, et puis le truc s'ouvre, et puis je vois un homme très grand, beau garçon, brun, et qui me regarde, et là je dis c'est mon frère. Je sais que c'est elle, parce que je sais que c'est elle, et que c'est pas une autre, et parce que je vois le visage de ma mère, qui est flagrant. C'est elle. Donc forcément, mon comportement... oui, elle a tout de suite compris que c'était moi, donc voilà quoi, des longues accolades et on se serre très fort. On essaye de faire passer 40 ans de manque, 40 ans d'amour qu'on n'a pas eu en quelques secondes là. Grâce à Patricia, Francis fait aussi la connaissance de sa sœur Marie-France qui les a rejoints à Lyon. Tous les trois ont prévu de rencontrer leur mère le lendemain midi dans un restaurant de la région. J'étais dans un état second en fait, parce que je me disais cette mère depuis tellement longtemps je la cherche, là maintenant elle me tombe dessus, mais est-ce qu'elle va me plaire? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir lui parler? Comment elle va être avec moi surtout? Parce que voilà, donc on arrive au restaurant. Et puis au restaurant, donc il y avait des baies vitrées, je me souviens plus trop en fait. Et Francis me dit, elle est là. Et là, je tourne la tête et je vois ma mère. Je pense qu'elle était très, très excitée et très impatiente, qu'elle avait plein de choses à lui dire, qu'elle avait plein de questions à lui poser. Enfin les réponses qu'elle attendait tant. Et puis finalement, je pense qu'elle est tombée de très haut, de vraiment très haut. On rentre dans ce restaurant, ma mère est déjà attablée, elle nous attend. Il y a Marie-France, Patricia devant moi, que je laisse passer. Ma mère se lève,
elle est mal. J'arrive, moi, qui suis en dernière position, à ressentir son stress. Je me dis qu'elle a beaucoup de cran, parce qu'elle a accepté de le faire, donc je comprends, et je vis son stress, et je comprends son stress. Elle s'approche de Marie-France, l'embrasse. Marie-France l'embrasse à son tour, et se dirige vers Patricia, elle veut l'embrasser. Et là, Patricia se met à pleurer, et il y a un blocage. J'ai dit non, je peux pas. Je peux pas, on ne s'est pas quitté la veille. Je lui ai dit, on ne s'est pas quitté la veille. Ma mère est à la fois surprise, mais à la fois peut comprendre aussi la position de ma sœur. Très rapidement, on va s'attabler. Dans toutes les questions, ce qu'on ressent bien, c'est pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne nous as pas gardés? Pourquoi tu as abandonné un enfant? Mais pourquoi les autres? Beaucoup de pourquoi. Ma mère n'a pas les réponses. Elle n'a pas les réponses parce qu'elle ne se souvient pas ou parce qu'elle veut essayer de masquer un lourd secret, un passé qu'elle a enfoui, qu'elle ne veut pas dévoiler. On sent en tous les cas qu'il y a de la réserve du côté de ma mère. Et là, mes sœurs vont être déçues un petit peu parce qu'à un moment donné, elles attendent ce que j'attendais moi lors de la première rencontre, c'est-à-dire un pardon. Elle n'a pas montré de chagrin, ni regret, ni essayé de venir vers moi en fait. Et à un moment, je lui ai demandé si elle se souvenait de ma date de naissance. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te souviens de la date de naissance de ma sœur là, qui est à côté de moi? Non. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit, tu comprends? Elle me dit, j'avais tiré un trait. Quand ma mère répond ça à ma sœur, droit dans les yeux, c'est l'effet d'une bombe qui tombe sur la table. Je ne peux pas décrire autrement. Si je lui ai dit un truc, j'ai dit, tu vois, là, tu m'as abandonnée à l'âge de 2 ans et demi, mais là, tu m'as abandonnée encore. Hein. Parce qu'à 2 ans et demi, tu ne te rends pas compte, mais quand tu as 42 ans, on te dit, j'avais tiré un trait, là, tu m'abandonnes une deuxième fois. Et là, c'est la catastrophe. Ma mère, elle repart avec une souffrance qui est énorme, quoi, qui est énorme. C'est des années de souffrance qui se concentrent d'un coup comme ça, à une déception qui est énorme, quoi. Elle a été affectée, quoi, par cette rencontre. Voilà, trop de rêves, quoi. Je pense qu'elle a rêvé tellement d'années de cette rencontre que quand c'est arrivé, et la manière dont c'est arrivé, oui, ça a été choquant pour elle. Quand je suis sortie du resto, j'ai dit avec elle, j'aurai jamais de lien. Elle restera ma mère génitrice, ça s'arrête là, stop. Lors de ce déjeuner, tous les rêves et les espoirs de Patricia se sont effondrés comme un château de cartes. Mais au-delà de la déception, Patricia et Francis ont une certitude. Si leur mère n'a répondu à aucune de leurs questions, c'est parce qu'elle cache un autre secret. Pour le découvrir, Patricia et Francis vont s'investir sans relâche. C'est un travail énorme, c'est usant, c'est prenant. Et à la fois, il faut gérer sa vie de famille, sa vie professionnelle, sans que l'un ou l'autre empiète sur l'autre. Et à côté de ça, c'est tous les jours, on se dit, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que tu ferais pas mieux d'arrêter? J'étais vraiment à fond là-dedans, quoi. Mes enfants arrivaient, j'étais au téléphone la plupart du temps. Mon conjoint arrivait, hop, j'étais au téléphone, ou alors j'étais sur Internet, je pianotais. Après, ils me l'ont dit, hein, je les gavais, quoi. Parce que j'étais que ça. Elle se levait le matin, elle pensait qu'à ça, elle se couchait, elle pensait qu'à ça, et puis c'était des recherches. Donc moi, c'était l'époque où j'étais au collège, je rentrais à la maison, ma mère, elle était au téléphone pendant 3 heures, ou elle était sur l'ordinateur à chercher. Mon père, ça lui passait comme ça aussi parce que il en avait un peu marre. Et c'est vrai que moi, des fois, j'en ai eu un petit peu marre aussi. Parce qu'on rentre et on aimerait bien que sa mère elle me dise « Alors, t'as fait quoi? Ah, et ça, c'est quoi ?» Ah bah oui, je cherchais, j'ai oublié de faire le repas. Hein. Donc, il mangeait à 9h du soir. Pire. Non, mais c'était un truc de fou. Hein. La révélation va se préciser puisque j'apprends que j'ai d'autres frères et sœurs.
Il a commencé à trouver un frère, une sœur, un frère, une sœur, une sœur, un frère. Et ça pouvait que le motiver à continuer, parce qu'il s'est dit, si j'en ai 4, 5, 6, pourquoi j'en ai pas 7 ? À travers cette quête, en allant de région de France en région de France, d'époque en époque, je vais trouver l'existence de pas loin de 10 frères et sœurs. « 10 enfants. J'étais loin de m'imaginer que je pouvais avoir autant de frères et sœurs, moi qu'en voulais au moins juste un. Au début, quand j'ai retrouvé tous mes frères et sœurs, donc j'en trouve un, je suis super contente, j'en trouve 2, super contente, le 3 moins. Et puis après, après je pense que je suis même un peu blasée de retrouver des frères et sœurs, parce que bon, il m'en tombe un, on va pas dire tous les mois, mais bon, j'en ai toujours un de plus qui vient. Et puis en fait, moi j'arrive plus à créer de lien. Moi je pensais que ça allait être compliqué. Voilà, je me disais c'est des frères et sœurs, mais c'est quand même un sentiment qui est un petit peu étrange. C'est des personnes qui se ressemblent pas forcément, et on leur dit ouais voilà vous êtes frères et sœurs, vous avez un lien. Ouais, mais là tout de suite comme ça, moi je les regardais, je voyais pas forcément de lien quoi. Ils se ressemblaient pas physiquement, ils avaient tous une vie différente, ils venaient des 4 coins de la France. C'est un peu étrange de mettre des frères et sœurs comme ça d'un coup, alors qu'ils sont tous très différents. Comment une mère peut faire autant d'enfants? Ça encore est une chose. Comment peut-elle vivre avec ça au fond d'elle? J'ai fait 10 enfants, je les ai tous abandonnés. C'est impressionnant, moi j'arrive toujours pas à comprendre en fait. Vous vous dites, mince, alors elle a fait des enfants dans tous les coins de la France, tous les coins de rue. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas que 10 aussi. Hein. Moi, je me pose toujours des questions. Voilà. Bon, 10 qu'on a trouvés. Hein. Maintenant, bon, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que moi, je ne veux plus rien savoir. Je veux plus. Aujourd'hui, j'ai plus de questions à poser à ma mère. Voilà. Qu'elle garde ses secrets, qu'elle parte avec. De toute façon, ça ne me changera pas ma vie. Hein. Donc, moi, ma vie, elle est faite. Voilà. Donc, non, j'ai plus savoir. Je veux plus savoir. Si elle en a, elle les garde. C'est son secret. Voilà, c'est bien dommage. Bon. Mais bon. Ma mère s'est renfermée sur elle-même, s'est autoprotégée. C'est-à-dire que depuis ce secret qui a éclaté, ma mère s'est renfermée, je n'ai plus de contact avec elle. Les années passent. C'est une femme qui a pratiquement 80 ans. La vie peut s'arrêter demain. Autant où avant j'aurais souhaité qu'il lui arrive la pire des choses, autant aujourd'hui je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible. Mais j'aimerais vraiment qu'elle vive sereinement, qu'elle se libère de ce poids-là. Pour moi, c'est pas une grand-mère. Hein. C'est pas ma grand-mère. Pour moi, c'est la génitrice de ma maman. Donc c'est la femme qui l'a mise au monde, c'est la femme qui l'a abandonnée. C'est la femme... Voilà, ça s'arrête là. J'éprouve pas du tout le besoin de la voir, je ne veux pas la connaître. Je ne lui pardonne pas. Juliette Allais, vous êtes psychogénéalogiste. Merci d'être avec nous ce soir. Francis et Patricia ont découvert que leur mère a donné naissance à 10 enfants. 10 enfants. Sur ces 10 enfants, 9 ont été abandonnés. Comment est-ce possible d'abandonner ces enfants? Comment on peut arriver à un tel comportement? Écoutez, dans cette histoire, il y a quand même quelque chose de très bizarre, c'est effectivement le nombre d'enfants abandonnés. On commence à se dire que c'est vraiment un cas exceptionnel et qu'il y a vraiment quelque chose là, dans l'histoire de cette femme, qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans son histoire, elle est incapable, au fond, d'être mère et d'assumer les enfants qu'elle met au monde. Personne ne lui a certainement jamais appris à être mère et à s'occuper de ce que c'est qu'un lien maternel véritable. Vous parlez de déni dans cette histoire, de déni de naissance, de déni de grossesse. Qu'en est-il? Tout ce qui se passe finalement dans sa vie, elle le subit d'une manière un peu... comme si elle avançait dans la vie dans un état un peu hypnotique. Et c'est là qu'on peut parler de déni du réel. Comme si, au fond, le réel pour elle, c'était...
c'était presque pas réel. Donc il n'y a pas de lien avec la réalité, donc il n'y a pas de responsabilité. Donc au fond, on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, peu importe les conséquences. C'est là où on peut entendre que cette femme est au fond peut-être aussi elle-même une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui est hors de la réalité, donc qui est probablement très malade. Oui, c'est ça. Sur le plan thérapeutique, on peut considérer que c'est une femme qui est malade? Oui, moi je pencherais pour cette hypothèse parce que sinon le cas, cette histoire est totalement inimaginable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une grave absence à elle-même qui peut-être relève d'ailleurs de la psychose, pour que cette femme ait un comportement aussi aberrant. Parce que là, dans le nombre d'enfants abandonnés, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est tellement hors norme que ça ne peut pas cadrer avec juste une histoire de confort ou de mensonge, que ça va finalement beaucoup plus loin. Donc je pense que c'est réellement quelqu'un qui va mal. Francis et Patricia ont un lien très étroit, on l'a vu. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est fréquent que entre 10 frères et sœurs, tous n'aient pas ce même lien, ce même rapport? Je pense que c'est tout à fait normal que les liens soient difficiles à créer et à garder entre toute cette fratrie qui, au fond, n'a jamais pu faire l'expérience de ce que c'était que de l'amour entre frères et sœurs. Donc, Patricia et Francis ont de la chance. En découvrant que leur mère a mis au monde 10 enfants, dont 9 ont été abandonnés, Francis et Patricia ont fait éclater un terrible secret. Pourtant, sur cette photo de famille reconstituée, il y a plusieurs absents, les pères de ces enfants. Francis et Patricia vont-ils enfin découvrir le secret de leurs origines? Regardez. On a retrouvé à un moment donné notre mère qui avait vraiment l'envie de nous aider. On avait l'impression que notre mère avait compris notre souffrance, notre besoin. Et elle va nous donner des éléments très importants. Elle me dit, me concernant, pour ton père, c'était un gars que j'ai rencontré qu'on surnommait Gilou. Donc est-ce qu'il s'appelait Gilbert, Gilles, je ne sais pas, mais je sais qu'on l'appelait Gilou. Une fois qu'elle avait donné des renseignements me concernant, elle passe au père biologique de Patricia, et là, elle va lui révéler tout naturellement, et on sent à ce moment-là aussi une sincérité, et elle va lui dévoiler l'identité complète de son père géniteur, et elle est d'autant plus certaine de ce géniteur-là, parce qu'en regardant ma sœur dans les yeux, elle lui dit il n'y a pas d'erreur possible, parce que quand je regarde tes yeux, je le revois lui. Pourquoi elle nous a dit la vérité à ce moment-là, alors que la première fois, elle nous a toujours dit non, 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 non? Pourquoi ce jour-là, Et là, je vois ma sœur fondre en larmes parce qu'elle aussi a l'impression d'avoir fait un pas de géant, et maintenant, ça va être qu'une question de temps pour retrouver nos pères. On est en 2001, donc j'ai 43 ans. Et là, je décide de faire le voyage et d'aller voir mon père. Et bien sûr, je demande à Francis de venir avec moi. À quelques mètres d'arrivée devant la maison, nous étions dans la voiture. Patricia me dit « Ouh là là, je suis pas bien ». Bon, j'étais angoissée quand même. J'étais angoissée, un peu, je pleurais aussi sur la route, quoi. Puis je disais à Francis, mais tu te rends compte si ça se passe mal? Je lui dis « Mais écoute, c'est un des plus beaux jours de ta vie et c'est aussi le sien, j'en suis sûr ». Et on s'approche tout doucement de la maison, et je pense qu'il devait nous guetter derrière la fenêtre, et il ouvre la porte, et 10 ans après, je vous en raconte avec la même émotion, quoi. Je vois ce petit bonhomme qui regarde ma sœur et qui ouvre ses bras et qui est en larmes, et ma sœur fond en larmes, quoi. C'était génial. C'était génial. Il me tenait toujours la main, il me caressait la main. Après, il s'est levé un moment, il est venu me caresser la joue. Enfin, il était super content, super content. C'est comme un Noël, quoi. On va retrouver son papa d'un coup comme ça, et waouh, c'est magnifique, quoi. Il attend qu'une chose, c'est qu'elle vienne vers lui et qu'il rattrape tout ce qu'ils peuvent rattraper. Et voilà, c'est magnifique. Je me suis effondrée. Tout ce que je contenais depuis un bon moment, alors là, c'est
c'est parti, hein, c'est parti. Mais alors, et lui, bon, il m'a dit aussi, elle a fait un gâchis. C'était vraiment, à ce moment-là, quelque chose de très émouvant. Ça, j'en garderai un souvenir énorme. Souvenir énorme, pourquoi? Parce que ces instants-là que j'ai vécus, en étant très heureux pour ces deux êtres, je donnerais énormément, je donnerais peut-être tout pour vivre des moments comme elle a vécu. Si je devais retrouver mon père et le voir 1 heure autour d'une table, je ne demande pas plus, moi. Patricia et Francis, merci d'être avec nous dans cette émission ce soir. Vous avez conscience que votre histoire est exceptionnelle, est incroyable. Vous vous êtes rendu compte tous les deux, Patricia? Oui, oui. C'est pas commun, pas du tout. Francis? Oui, je dirais qu'elle est exceptionnelle et atypique. Parce que dans notre histoire, on retrouve beaucoup d'histoires communes à d'autres personnes, mais on a un petit peu tout le florilège que l'on peut retrouver de l'accouchement sous X, des mères inconnues, de la falsification d'identité. Donc c'est quand même assez atypique, oui. Et pourquoi votre mère vous a-t-elle caché la vérité pendant si longtemps? Vous lui avez demandé? Vous lui avez dit? Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Moi, je suis bien placé pour répondre, parce que faut savoir que ma mère a habité pendant toute ma vie, quasiment à 30 km de chez moi. Oui. Et qu'elle s'est noyée dans ce mensonge, elle a refait sa vie en 70, et je pense qu'elle a voulu tirer un trait, c'est-à-dire qu'elle avait enfoui ce secret au fond d'elle, sans en parler à son nouveau conjoint. Et pensant que cette histoire jamais éclaterait, puisque ça faisait déjà pas mal d'années qu'elle avait caché ce secret-là. Et il y a eu, et à un moment donné, il a fallu qu'il y ait, hélas, des événements qui ont été très durs pour moi, très tristes, très durs. Et je suis quelqu'un de très déterminé. Et la coïncidence a fait qu'il a fallu qu'on se rencontre et que je pose des questions. Peut-être qu'elle est tombée sur l'un de ses enfants, et celui qui était peut-être le plus déterminé. Et voilà, j'ai cherché. À travers ces mensonges, j'ai essayé de tirer des indices. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'elle vous en a voulu, que vous recherchiez finalement. Alors je vais reprendre ses propos, qui ont été très durs quand je les ai eus de face. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que j'étais sa bête noire, et que finalement, l'effet était là, et que lorsqu'elle m'a porté dans son ventre, jusqu'à 6 à 7 mois, elle se serrait le ventre pensant me perdre. Elle désirait me perdre. Donc j'étais un enfant, j'étais pas désiré. Jusqu'à un point que lorsque je suis né, elle m'a dit que en fait, si j'étais mort-né, peut-être que ça l'aurait soulagé quelque part. Et que ce sentiment ne l'avait pas trompé, puisque finalement, presque 30 ans ou 35 ans plus tard, j'étais celui qui avait fait percer son secret. Donc il y a l'abandon, il y a la maltraitance, il y a le mensonge, et moi j'attendais un pardon. Et vous ne l'avez jamais eu? Non. Aujourd'hui, Patricia, quelles sont les relations que vous avez avec votre maman? D'ailleurs, est-ce que vous l'appelez encore maman? Est-ce que vous la considérez comme votre mère? J'ai pas cherché à la contacter, je désire pas la voir. Voilà, c'est pour moi, bon, elle est ma mère, mais bon, ça reste là, quoi, c'est tout. Je veux pas de lien avec elle, pas du tout. Comment vous faites pour vous construire aujourd'hui? Bah, écoutez, j'ai une famille, j'ai des enfants, donc je la fais moi, ma famille, j'ai pas besoin d'elle. Donc, non, elle fait pas partie de ma vie. Elle fait plus partie de votre vie? Elle a jamais fait partie de ma vie. Elle a jamais fait. Je l'ai recherchée parce que je voulais mettre un visage, mais je savais qu'elle ferait jamais partie de ma vie. Et vous, Francis, si elle vous appelle demain pour vous voir? Moi, elle fait partie de ma vie. Mais quand je dis elle fait partie de ma vie, c'est le sentiment partagé entre les liens du sang et les liens du cœur. Elle fait partie de ma vie, elle fait partie de mon histoire, elle m'a mis au monde. Elle a juste fait ça. Mais si aujourd'hui je suis arrivé à faire ce que je suis arrivé à faire, à construire ce que j'ai construit, je lui le dois forcément. Elle fait partie de ma vie parce qu'elle est le début de mon histoire, elle est ce fil conducteur de mon histoire. Et puis je ne peux pas accorder autant d'importance à m'accrocher, à vouloir rechercher mon père, qui est mon géniteur au même titre, et puis renier ma mère. Elle fait partie, elle est en moi, elle fait partie de mon histoire. Maintenant, ce n'est pas ma maman, c'est juste ma mère. La majorité des gens, la mère est aussi la maman.
Moi, c'est ma mère et elle ne prendra jamais la place de ma maman. Ça, c'est évident. Francis, vous recherchez activement votre père, vous avez peu d'informations. On sait qu'il s'appelle Gilbert Lamy. Voulez-vous profiter de notre émission pour lancer un appel et demander de l'aide à ceux qui nous regardent ce soir? À l'époque où j'étais conçu, dans les années 60, on le surnommait Gilou. C'était quelqu'un qui est né le 24 décembre 1937 à Noëllet, dans le département 49, qui s'est marié dans la Mayenne et qui ensuite a un petit peu baroudé partout en France. Il est allé en Haute-Savoie, il est allé un petit peu partout. Artiste peintre, il aimait chanter. Et il a un détail particulier, c'est qu'il lui manque une phalange, un petit doigt. Si vous avez des informations sur le père biologique de Francis, Gilbert Lamy, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'inscrira au générique ou sur notre site internet. Francis, nous vous transmettrons bien sûr toutes les informations dès que nous les obtiendrons. L'histoire que nous allons vous raconter maintenant est absolument bouleversante. C'est celle de Jacques, un homme qui pendant plus de 40 ans a dû se cacher et vivre dans le mensonge pour préserver son secret. Pendant toutes ces années, ni sa famille, ni ses amis n'ont soupçonné quoi que ce soit, jusqu'au jour où Jacques a décidé enfin de parler. Pour ses proches, son aveu a fait l'effet d'une bombe. Sans tabou, Jacques nous raconte ce soir l'histoire de son terrible secret. Les gens m'ont toujours senti un peu perturbé. Ils ne savaient pas pourquoi, mais perturbé par quelque chose. C'est quelque chose de tellement tabou que je ne peux en parler à personne. Même ma meilleure amie. J'étais coincé, bloqué dans ce secret, sans pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, avec ce que je sais, il a certainement été en grande souffrance, c'est évident. Nous sommes au début des années 90. Jacques a 30 ans. À cette époque, il est célibataire et vient d'arriver à Paris pour travailler comme peintre décorateur. Les années Paris se passent très bien, puisque je découvre un monde nouveau, un monde extraordinaire, qui est le monde du spectacle et du cinéma. J'ai rencontré Jacques il y a très longtemps maintenant, parce que c'était un peintre de décors de théâtre. Et donc, dans le cadre des décors que je concevais, en particulier pour le Lido, c'est Jacques qui faisait le travail de peintre de théâtre, qui est un métier très particulier. C'est quelqu'un de grand talent, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, et surtout, il avait cette qualité que beaucoup de peintres de théâtre n'ont pas. Il faut faire taire sa personnalité pour peindre comme ça a été peint et non pas comme on l'interpréterait, le document que l'on voit. J'étais stagiaire peintre, il était peintre en lettres et on a tout de suite sympathisé. Il m'a de suite, je sais pas, pris sous son aile. J'ai vécu cette période parisienne très intensément, comme un enrichissement. J'ai rencontré des gens très intéressants qui avaient des passés artistiques ou des gens importants. Jacques s'épanouit dans son travail. C'est un artiste talentueux, respecté et apprécié par ses collègues. Son physique agréable lui permet même de jouir d'une certaine réputation auprès des femmes. Oui, c'était un homme qui plaisait aux femmes quand même. Il avait une assurance, il dégageait quelque chose, oui, un certain sex appeal, ouais. Très brun, avec la barbe qui se voyait un peu. Et un beau mec. Et un beau mec, mais je pense qu'il le savait. Il le savait, mais comme toute personne, voilà. Alors, il pouvait en jouer, hein. Il pouvait en jouer, mais c'était vraiment le mec. À la limite, oui, on aurait cru Don Juan parce qu'il était tout le temps entouré de femmes dans son équipe. Pourtant, l'entourage de Jacques sent bien que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un problème, mais lequel ? Jacques avait quand même une double personnalité parce que je pouvais trouver mon Jacques super joyeux et puis le lendemain, il était complètement déprimé.
Il y avait un petit peu, je ne veux pas dire Dr Jekyll et Mr Hyde, mais quand même un peu, quoi. Donc moi, je mettais ça sur le compte du manque de travail ou de soucis personnels. J'ai découvert après que c'était autre chose. Mais j'étais à 100 lieues de m'imaginer que c'était ce qui m'a annoncé un jour au téléphone. Les gens m'ont toujours senti un peu perturbé. Ils ne savaient pas pourquoi, mais perturbé par quelque chose, sans vraiment en déterminer le sens. C'était vraiment son secret, son mal-être. Aujourd'hui, avec ce que je sais, il était en grande souffrance, c'est évident. Jacques a-t-il des problèmes personnels dont il ne souhaite pas parler? Pour découvrir ce qui le hante, il faut remonter le temps, revenir en 1976. Cette année-là, à Périgueux, sur les bancs de l'école, Jacques rencontre Marie-Hélène. Les deux étudiants tombent follement amoureux l'un de l'autre. Marie-Hélène, j'ai rencontré très tôt, en rentrant en Blouza. Et là, je suis tombé en amour pour elle. Et j'ai dragué, j'ai flirté, et on a fini par sortir ensemble. On est restés ensemble jusqu'au mariage. J'étais très heureux de me marier avec Marie-Hélène. Ce mariage a réellement été un mariage d'amour, avec le désir d'avoir des enfants et le plaisir de vivre avec Marie-Hélène. Il a rencontré Marie-Hélène, il s'est marié. Il me semble heureux. Quand je me suis vu sur les marches de l'église, j'étais un mari. Ça a accentué ma souffrance, que je me traînais depuis 21 ans. Donc ça a été un désespoir pour moi, ce mariage, tout en étant une joie. Nous sommes au début des années 80. Rongé par une souffrance extrême, Jacques fait malgré tout bonne figure. Il fonde une famille. Et 2 enfants sont nés. Alors j'ai eu des enfants, j'ai eu Maud qui est née en 1982. Ça a été une joie immense pour moi, d'autant plus que je voulais une fille en premier. Donc mon vœu s'est réalisé, mon souhait s'est réalisé. Puis 3 ans après, Marie-Hélène est tombée enceinte de Romain, mon fils, et ça a été aussi une joie pour moi. Pour le regard extérieur, j'étais un papa poule, un papa très attentif à ses enfants, toujours à l'heure à l'école pour aller les chercher, jamais 5 minutes de retard. C'était quelqu'un qui aimait énormément ses enfants. Donc j'ai des photos où, comme c'était pendant les vacances scolaires, ses enfants venaient avec lui pour l'aider à passer les pots de peinture, à tenir les pinceaux. Et vous voyez leur père travailler, ce qui est toujours intéressant. Un papa artiste qui s'occupait de ses enfants comme un papa, hein. Et c'était un papa, c'était un époux, un frère, Je ne suis pas au cœur de sa vie en tant qu'époux et papa. Ce que je vois, mais il ne joue pas. Enfin, j'ai jamais eu l'impression que mon frère jouait. Du tout. Pourtant, derrière cette image de bon père de famille, Jacques cache un lourd secret. Il mène une double vie. Une vie secrète dont il prend soin de dissimuler tous les aspects par crainte d'être découvert. Là, tout en vivant avec Marie-Hélène, en ayant une vie de couple, une vie de père de famille, je profite de mes moments de liberté pour avoir cette double vie secrète. J'étais coincé, bloqué dans ce secret, sans pouvoir m'en sortir. J'ai ma vie, il a la sienne, nous nous voyons, les week-ends, pendant les vacances, les choses se passent bien. Non, personne à aucun moment se pose de questions, puisque je laisse aucune trace. Le seul indice visible de son mal-être, Jacques l'exprime avec pudeur et discrétion. Chez lui, à l'abri des regards, dans son atelier, il peint, sculpte
et dessine. Au bout de quelques années qu'on se connaissait, il m'a avoué qu'il était lui-même peintre, qu'il faisait du travail de peinture et surtout photographe. Et j'étais surpris en voyant son travail personnel, artistique. Il faisait pas mal de clowns tristes. Il a toujours été dans une peinture très poétique qui va dans un pays merveilleux, quoi. Il avait un monde à lui. Je peignais des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Sans pouvoir en plus en expliquer le contenu ou la démarche. J'ai été frappé parce que on voyait bien que c'était quelqu'un de tourmenté. C'était toujours des créations un peu noires qui faisaient ressentir son mal de vivre, qu'il ne laissait pas paraître parce que quand il travaillait avec moi sur les décors, c'était plutôt un guéliron et il laissait ses problèmes, on va dire, à la maison, bien enfouis chez lui. Je me souviens de ce tableau. Le premier plan était des fils barbelés, elle était enfermée. Et il y avait des couleurs qui étaient foncées. J'ai toujours trouvé que ces toiles étaient belles, qu'elles représentaient forcément quelque chose pour lui. Par contre, je ne lui ai pas demandé. Pourquoi tu peins Non, je ne lui ai pas demandé. On sent une souffrance quand même dans toutes ces sculptures. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient appeler quelque chose de mystérieux. Je me souviens qu'il y avait des poupées cassées, des bouts de morceaux de journaux déchirés. Et puis il y avait souvent du texte. Il y avait un petit texte qui accompagnait et il y avait un certain pessimisme. Par contre, ça représentait forcément quelque chose. Aujourd'hui, ça représentait quelque chose. C'est évident. Le travail artistique de Jacques exprime donc un profond mal-être, mais personne, ni ses proches, ni ses amis, ne parviennent à percer son mystère. Plus le temps passe et plus Jacques devient ombrageux. Ses sautes d'humeur sont plus fréquentes, souvent imprévisibles. En 1990, après 10 ans de vie commune, Marie-Hélène demande le divorce. Pour Jacques, cette séparation est un drame. Il se retrouve seul, loin de ses enfants. Dépressif, il décide de changer d'air. Il quitte la province et s'installe à Paris. 1 an plus tard, il rencontre Corinne, une rencontre déterminante. C'est elle qui va le pousser à révéler son secret. Là, je me sentais mal, très très mal. Et là, Corinne a commencé à le ressentir fortement. Un jour, elle me dit, voilà, j'ai parlé avec un psychiatre de nous, des problèmes qu'on a, qu'on rencontre en ce moment, depuis quelques mois. Et le psychiatre m'a dit que tu étais bipolaire. Et entre-temps, je m'étais renseigné, j'avais découvert qu'il y avait d'autres cas que moi, que je souffrais d'un mal beaucoup plus profond. Je sors spontanément à Corinne, c'est la première fois que j'ai sorti à quelqu'un. Non, je ne suis pas bipolaire, je suis transsexuel. Je suis une fille, une petite fille, puis une jeune adolescente, puis une jeune femme, puis une femme en prison dans un corps masculin. Et ce, depuis toujours. Je me sens vraiment être née femme, fille, quoi, enfin de sexe féminin. C'est pas un choix, c'est une nécessité pour continuer à vivre. En 2007, à 37 ans, Jacques avoue à ses proches le secret qui se cache derrière sa double vie. Libéré, il entame alors un travail plus personnel, une plongée dans son enfance pour comprendre réellement qui il est. Je pense que maman a toujours rêvé, après ses 2 filles, d'avoir un fils. C'était un désir très fort qu'elle avait.
Et je pense qu'elle était très amoureuse, mais d'un amour maternel, bien sûr. Mais il y avait un amour très, 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 très fort vis-à-vis de moi, puisque j'étais son premier garçon. Et donc, elle me collait beaucoup comme ça, parce qu'elle m'admirait, en fait. Elle admirait le garçon que j'étais. Elle admirait ma façon d'être, ma façon de... ma sagesse aussi, peut-être. Elle admirait mon imagination. Elle-même était artiste, aimait beaucoup peindre, toucher aux arts. Elle faisait des émaux, elle bricolait beaucoup. Il y avait cette complicité avec maman, oui. Alors qu'il était très jeune, elle a très vite compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il ressorte, et c'était ce côté artiste. Mes premiers souvenirs avec ma sœur aînée, c'était d'être cajolée, pouponnée, câlinée en permanence par cette grande sœur qui jouait plus ou moins à la poupée avec moi, quoi, hein. J'étais un petit peu son poupon. Et j'en ai un souvenir d'une grande douceur. Je garde un très très bon souvenir de cette relation de petite enfance avec ma grande sœur de 8 ans. Et ce petit frère qui est né, je pense que je l'ai pris sous mon aile. C'est évident. C'est dans cette ambiance protectrice, entourée de femmes et d'un père autoritaire, que Jacques grandit. Mais quelque chose ne va pas. Jacques ne se sent pas à sa place. J'étais solitaire plutôt dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir un monde intérieur différent de celui des autres. Mais je me souviens très bien, toute mon enfance, être en décalage avec les autres. Moi, je me sentais petite fille. J'avais l'exemple de la petite fille avec qui je jouais souvent, la petite fille de l'appartement du dessous. Et je me disais, non, normalement, c'est moi qui devrais être à sa place. Parce que, intérieurement, je me sentais fille. Maman a commencé à me laisser monter au grenier jouer seule. Et j'ai miraculeusement découvert des cartons de vêtements d'enfance de mes sœurs. Et j'ai essayé, je me souviens une fois, une petite robe qui m'allait à ravir. Et c'est devenu ma caverne d'Ali Baba, ces cartons pleins de vêtements de petite fille, où là j'ai pu passer des heures en petite fille dans le grenier. Une de mes sœurs rentre dans le grenier, me découvre en fille, et éclate de rire, bien sûr. Appelle ma maman qui monte me voir. Je me souviens même avoir tenté d'escalader le vasistas du grenier pour me réfugier sur les toits. J'étais rattrapé par la peau des fesses, rhabillé en petit garçon. Ma mère a raconté tout ça à mon père, qui rentrant du travail le soir, a décidé de me punir. Il m'a fait monter sur la table, culotte baissée, et recevoir des coups de martinet. Maman m'a signifié l'interdit verbalement, et lui, physiquement, m'a signifié l'interdit. À compter de ce jour, pour moi, c'est devenu tabou de me travestir, on peut dire ça comme ça, en fille. C'est devenu tabou, et donc c'est devenu un secret. Docteur Graffaï, vous êtes psychiatre, médecin, sexologue, plus particulièrement en charge des transidentitaires au CHU de Bordeaux. Et vous suivez de nombreux patients transsexuels ainsi que leurs familles. Merci d'être avec nous ce soir. Quand Jacques, donc enfant, s'est déguisé en fille, ses parents le corrigent très sévèrement. Quel impact cela a-t-il pu avoir sur cet enfant ? Dans l'éducation dans les années 68 à 70, eh bien, lorsqu'un enfant faisait quelque chose qui était contraire à l'attente parentale, à la morale, au bien-pensant. Au bien-pensant, à la morale, voilà, qui faisait quelque chose qui était vraiment pas du tout accepté, eh bien, à ce moment-là, les parents avaient tendance à lever la main facilement sur les enfants. De là à faire ce qui a été fait sur Jacques, peut-être pas. Mais quel impact sur lui ? Je crois que l'impact essentiel, ça a peut-être été justement le secret. C'est-à-dire, puisque j'ai fait quelque chose qui est
absolument interdit, que l'on ne peut pas accepter. Je vais me mettre dans le secret et je ne vais en parler à personne. Je vis ça comme je peux, mais je n'en parle surtout pas. Donc je pense que peut-être c'est à l'origine de ce secret qui a été tenu très très longtemps. Jacques a seulement 5 ans, mais cette humiliation, cette fessée donnée par son père va bouleverser sa vie. À compter de ce jour, il vit tiraillé entre 2 personnalités, celle d'un petit garçon, comme le lui imposent ses parents, et celle d'une petite fille, comme le lui dicte son instinct. Désormais, pour vivre sa vie, Jacques n'a plus qu'une seule solution, se cacher et mentir. Maman m'a plus lâché du tout. Elle a consacré tout son temps à moi. J'avais très très peu d'occasions de me réhabiller en petite fille. Les seules possibilités qui me restaient, c'était d'utiliser les crèmes de beauté de maman, que je me mettais sur le visage, un petit peu comme de l'essence de fille, pour m'imprégner de sa féminité, de la féminité de ma mère. Nous avons 8 ans d'écart et à un moment donné, je suis partie de la maison, j'ai fait ma vie, je me suis mariée. Toute cette adolescence, nous nous voyions pendant les vacances, certains week-ends. Cette partie-là, cette partie de vie, je ne l'ai pas réellement vécue. L'entrée aux Beaux-Arts m'a permis de reprendre, de par ma liberté, de reprendre le travestissement. J'ai pu m'acheter des vêtements féminins et chez moi, en rentrant de l'école, m'habiller en fille et puis avoir ma petite vie d'étudiante. Pour moi, je passais du stade d'étudiant au stade d'étudiante et faire mes cours le soir en jupe, en robe. J'avais des visites surprises d'amis, d'étudiants comme ça, de copains, copines. Donc il fallait que je me déshabille à toute vitesse, que je renfile mon jean à toute vitesse. Donc des fois je recevais les gens torse nu ou voilà, parce que d'un coup de pied je jetais sous le rideau, sous l'évier, toutes mes fringues féminines, de sorte à ce que personne ne les voie. Donc je vivais encore dans ce secret-là. Là, j'ai commencé, c'est une période de ma vie où j'imaginais que j'étais atteint d'une pathologie grave, quoi, enfin que j'étais taré, quoi. Si pendant sa vie d'étudiant célibataire, Jacques réussit tant bien que mal à jongler entre ses 2 personnalités, les choses se compliquent pendant son mariage avec Marie-Hélène. Au quotidien, son secret devient de plus en plus difficile à cacher. Marie-Hélène part travailler et dès que le temps me le permettait, dès que j'avais un petit créneau de 4 heures me permettant d'avoir ma vie secrète, j'hésitais pas, vite j'enfilais mes vêtements féminins et j'allais faire 100 km et me promener dans les rues d'Angoulême en femme. Et je rentrais vite, sachant que j'avais 1 heure de route généralement, je rentrais vite à la maison avant que Marie-Hélène rentre du travail. Il est arrivé parfois de découvrir des tubes de rouge à lèvres que j'avais pu oublier dans la voiture ou qui avaient glissé sous le siège. J'avais pas d'explication à lui donner, si ce n'est inventer une première fois que j'avais pu prendre une autostoppeuse et puis qui a laissé ça dans ma voiture sans que je m'en aperçoive. C'est passé une fois, mais une deuxième fois, c'est plus passé, le coup de l'autostoppeuse. Donc elle a commencé à perdre confiance en moi, devenir de plus en plus suspicieuse, et elle fouille partout. Elle fouille partout dans mes affaires, mon chéquier, mes papiers, ma comptabilité, tout ce qui pouvait être facture d'achat, dans mon portefeuille, les relevés de carte bleue. Et là, elle trouve quand même des choses bizarres. D'achats incongrus, genre un tube de rouge à lèvres, j'avais pas de raison de m'acheter un tube de rouge à lèvres. Et là, ça a été le clash, et, le début d'un mal-être dans le couple en premier, et puis ensuite la destruction du couple petit à petit au fil des mois, jusqu'à nous amener au divorce. Jacques est donc dans l'obligation de mettre des mots sur son mal-être. Il ne peut plus se mentir, il va donc mener des recherches pour comprendre les causes de sa souffrance. Des réponses
qu'il va trouver en découvrant l'existence d'un syndrome assez peu connu, le syndrome de Benjamin. J'ai le syndrome de Benjamin. Ah, bon. Et c'est quoi le syndrome de Benjamin? Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, Jacques est né dans un corps d'homme, mais qu'il avait l'esprit d'une femme. Et donc là, il me parle de son syndrome, petit à petit, qui, depuis petit, il ne se sentait pas dans le bon corps. Non, je ne me serais jamais aperçue de sa souffrance, pas du tout. Et ça se dévoilait pas du tout. Il était assez sûr de lui, entouré... Enfin, moi, je l'ai connu en couple. Enfin, il avait l'air bien dans ses baskets, quoi. Ça me fait drôle de parler de lui au passé, quand même. Parce qu'il n'est pas mort. Mais de dire Jacques était, j'ai envie de dire Jacques est. Et malheureusement, je ne peux plus le dire. On parle de syndrome de Benjamin, du nom du premier médecin qui a établi une définition de ces personnes qui ne se sentaient pas bien dans leur corps. De quoi s'agit-il exactement? C'est quelqu'un qui est profondément convaincu d'appartenir psychologiquement au sexe opposé à son sexe physique. Donc physiquement, la personne est un homme, comme le cas qui nous intéresse. Jacques, donc, c'était un homme au départ, et il est profondément convaincu d'être une femme. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'harmonie possible entre son corps et sa tête, et c'est ce qui provoque le problème. Certains patients vont réclamer un changement d'état civil parce qu'ils veulent être totalement reconnus dans le sexe qu'ils réclament, le sexe qu'ils revendiquent. Et oui, c'est une nécessité pour eux, finalement. Oui, et ne serait-ce que sur un plan social, quand vous avez un physique masculin, si vous vous réclamez du sexe féminin, vous avez des soucis, et si vous avez un physique féminin et que vous avez une carte d'identité masculine, c'est pareil. Vous avez des gros soucis à tous les niveaux. Donc, certains transsexuels essaient d'avoir une bonne coordination des choses. Mais d'autres transsexuels vont s'arrêter en cours de route. Il y a à peu près 25 à 30% de transsexuels qui ne vont pas jusqu'au changement d'état civil. Pourquoi ? Parce que ça ne les intéresse pas, parce que leur vie va bien comme cela. Souvent, ils demandent le changement officiel de prénom, ce qui s'obtient très facilement. Par contre, le changement d'état civil, c'est assez compliqué, ça dure longtemps, ça coûte des sous, parce que ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, bien sûr. La découverte du syndrome de Benjamin va faire de Jacques une nouvelle personne. Elle va lui donner le courage d'assumer sa véritable identité, notamment auprès de son entourage. Le 28 juin 2010, le chemin de croix de Jacques touche à sa fin. Ce jour-là, il se fait opérer. Il change de sexe. À compter de ce jour, Jacques devient Jelina. Alors l'opération, je me suis senti comme si on m'avait coupé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je me suis senti libéré. Et j'ai vraiment, maintenant avec du recul, la sensation d'avoir passé 50 ans de ma vie en prison. Juste après l'opération, qui est assez lourde, et elle était totalement épanouie, radieuse, voilà. Elle était enfin elle. Elle s'était enfin dévoilée comme une petite chenille qui fait son cocon et qui devient papillon, quoi. Jacques, quand il m'a dit « T'inquiète pas, je serai plutôt une vieille gitane », eh ben moi, je l'aime, cette vieille gitane, et je l'aime comme j'ai aimé Jacques. Non, il n'a pas changé. Je ne trouve pas qu'il ait changé. Ou alors il faudrait que j'aie un autre regard. C'est mon frère. Voilà. Et je l'aime tel qu'il est. Une deuxième vie qui commence pour moi. Il n'y a pas d'autres mots. Je commence une deuxième vie. J'ai envie que ce moment soit sain, pur,
honnête et sincère. Je suis avide de sincérité, en fait, d'être sincère. Donc je cherche la sincérité dans mon art, dans mes relations avec les gens. Et voilà, j'essaie d'être la plus vraie possible. Alors si ses proches, ses enfants, ses ex-compagnes, sa sœur ont encore du mal à effacer l'image de l'homme qu'était Jacques, en revanche, pour Jelina, Jacques a totalement disparu. C'est loin du mensonge et en toute transparence que Jelina apprend aujourd'hui à se reconstruire et qu'elle fait ses premiers pas dans sa nouvelle vie de femme. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles histoires exceptionnelles dans Secrets de famille. Bonsoir.